Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous avons ce soir deux assemblées de consultation publique. Donc, pour les gens en ligne, veuillez excuser nos quelques minutes de retard. J'ai avec moi M. Christophe Baron-Moras, conseiller en urbanisme, qui va présider ces deux assemblées de consultation. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent ici en ligne, là, sachez que c'est le déluge et l'orage dehors, donc si on fait le saut, pardonnez-nous. Ou si ça coupe le courant, c'est pas notre Exact. Donc, première présentation, un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble. On utilise l'acronyme PPC-MOI pour l'adresse 1400 rue Saguenay dans le secteur industriel à Noranda-Nord. Le projet consiste à construire un entrepôt commercial et industriel sur un terrain qui a déjà un bâtiment principal. Le terrain est situé dans la zone 6019 au plan de zonage. On va vous présenter les limites de zone là, à la prochaine diapo. Le terrain dans un secteur industriel là, sur la rue Saguenay, près là, de la route Ossisco et également du chemin Bradley, donc des artères là, routières importantes. Et le terrain est composé de 3 lots, l'adresse 1400 rue Saguenay. Le projet, le terrain identifié en rouge ici, la zone en jaune, là, c'est une zone industrielle qui permet plusieurs usages également, là, on va dire de commerce un peu plus impact majeur, par exemple l'entreposage, par exemple réparation d'entrepreneurs, des choses comme ça. Les éléments qui sont dérogatoires dans le projet d'aujourd'hui, le premier, c'est qu'il y aurait 2 bâtiments principaux sur le terrain. Donc, le bâtiment qui est déjà présent, en fait, qui a des usages là, autant commerciaux qu'industriels. Là, il y a plusieurs locataires. Mais également, le projet consiste en la construction d'un nouveau bâtiment uniquement d'entreposage et qui n'aurait aucun lien là, entre le bâtiment principal et le futur deuxième bâtiment. Et c'est ce qui est principalement dérogatoire. Le deuxième point, en fait, c'est que les matériaux de revêtement extérieur du deuxième bâtiment principal ne seraient pas conformes à ce que le règlement de zonage existe là, pour la façade principale. Il y a un minimum de 50% de matériaux, on peut dire des matériaux nobles, là, qui est demandé. Et le bâtiment serait uniquement composé de matériaux qui font pas partie de ceux qui sont autorisés là, par le règlement. C'est les 2 seuls éléments qui seraient dérogatoires. Toutes les autres normes là, du règlement zonage seraient respectées. Alors... Si on va plus en détail, donc le terrain qui est identifié en jaune ici, là, on remarque qu'à l'arrière, en fait, c'est vacant. On le voit peut-être pas super bien sur cette image, mais il y a une ligne de haute tension électrique là, qui coupe le terrain plus ou moins en 2. Le deuxième bâtiment principal serait situé plus à l'arrière. Et à l'arrière du terrain, il y a aussi d'autres bâtiments là, qui servent d'entreposage qui sont présents. Donc, il n'y aurait pas vraiment de contraste là, dans le paysage, si on peut dire. On a ici des plans de construction préliminaires fournis par le propriétaire où on voit ce que ça peut ressembler. Donc, plus ou moins là, 4 unités d'entreposage, chacune leur porte. Là, le bâtiment, 140 pieds par 45 pieds, donc plus ou moins 42 mètres par 13 mètres. Revêtement métallique, une estimation d'environ $1 million d'investissement. On a ici un plan d'aménagement extérieur, encore une fois fourni par le propriétaire, vraiment à titre indicatif, là. Donc, la raison pour laquelle il construisait le deuxième bâtiment principal à l'arrière, c'est qu'il entrevoit déjà un agrandissement avec d'autres projets et donc il n'y aurait plus nécessairement de place pour continuer l'agrandissement à cause de la ligne électrique là, haute tension qu'on voit sur le plan là, à peu près qui sépare. Donc, il y a environ 2 ou 3 mètres, là, si je me souviens bien, qui doit respecter pour la ligne de haute tension et le bâtiment serait décollé de cette ligne-là. Il propose également de verdir en fait l'avant du bâtiment principal déjà existant, étant donné que le règlement de zonage, quand on construit un nouveau bâtiment, on prévoit la plantation d'arbres. Il les ferait, mais à l'avant du bâtiment principal existant plutôt que dans la ligne électrique, là, ce qui serait contre-productif au final. Ouais. On a quelques photos qui illustrent le terrain, le bâtiment, donc bâtiment déjà existant avec quelques locataires. Il y a quand même une grande entrée charretière pour permettre l'accès à des véhicules lourds, des véhicules de livraison, des choses comme ça pour accéder à l'arrière au bâtiment d'entreposage. L'arrière, on voit vacant, on voit la ligne de haute tension, donc il y a suffisamment d'espace là, pour construire.
Un élément qu'on doit vérifier dans les projets, dans les PPC-MOI, la conformité au plan d'urbanisme. L'affectation industrielle permet habituellement là, 2 bâtiments principaux lorsque les usages sont reliés ou sont complémentaires les uns aux autres. Dans ce cas-ci, l'usage ne serait pas relié au premier bâtiment principal, mais à tout le moins, étant donné qu'on autorise déjà 2 bâtiments principaux, on considère que c'est conforme au plan d'urbanisme à ce niveau-là. Et l'usage d'entreposage commercial fait partie des usages qui sont là d'emblée autorisés dans l'affectation industrielle. Donc, les 2 éléments qui sont dérogatoires, en fait, on considère qu'ils sont quand même compatibles là, au niveau du plan d'urbanisme. C'est plus au niveau précis du zonage que c'est pas permis. L'analyse qui a été faite, là, je vous résume les 8 critères. Donc, compatibilité avec le milieu d'insertion, ben, on parle d'un usage industriel dans un secteur industriel. Donc, ici, il n'y avait pas d'enjeu. Intégration architecturale, là, on mentionne qu'il y aurait seulement... Ben, en fait, il n'y aurait aucun matériau de revêtement qui serait autorisé par le règlement, mais comme le bâtiment est situé à l'arrière, ben, il ne sera pas visible de la rue. Donc, on ne pense pas que ça crée un gros impact de ce niveau-là. Aménagement des espaces extérieurs puis organisation du projet dans l'environnement, ben, très peu ou pas d'impact du tout. Là, le terrain est déjà prêt en fait à recevoir une telle construction, puis on respecte le positionnement pour la ligne électrique. Organisation fonctionnelle, la construction est en arrière-lot et ça pourrait faire en sorte que si jamais il y a une opération cadastrale pour séparer les 2 terrains, ça pourrait créer une problématique peut-être au niveau de la circulation et autres. Donc, vous allez voir dans la prochaine diapositive, là, il y a une condition de réalisation du projet qui va être demandée en fait pour exercer ce projet-là. Composantes socio-culturelles, développement local, régional, il n'y avait pas vraiment d'impact sur le projet. Et enfin, faisabilité du projet. Ben, le projet peut se réaliser à court terme. Là, il y a très peu d'investissement sur la préparation de terrain. Ce serait uniquement la construction là, qui serait à faire. Donc, le conseil municipal a accepté, lors d'une séance précédente, là, le premier projet avec l'imposition des conditions suivantes. Donc, l'usage du second bâtiment principal doit demeurer à des fins d'entreposage commercial ou industriel. Il n'y aurait pas d'autre usage industriel qui pourrait aller s'implanter à l'intérieur. Dans la diapo précédente, je faisais allusion là, à une possible opération cadastrale qui pourrait rendre compliquée la circulation ou autre. Donc, en fait, il n'y aurait aucune opération cadastrale qui serait permise pour séparer le terrain tant et aussi longtemps qu'il y a le deuxième bâtiment principal qui a un usage qui est exercé là, d'entreposage intérieur. La superficie maximale du second bâtiment serait limitée à 600 mètres carrés. Le projet du promoteur, là, le bâtiment aurait une superficie de plus ou moins 550 mètres carrés, donc ça lui permettrait une légère marge de manœuvre pour un éventuel agrandissement. Et enfin, là, on le mentionnait, il y a la plantation d'arbres qui serait exigée à l'avant du premier bâtiment principal et non du second, là, à cause de la ligne électrique qu'on mentionnait. Le calendrier d'adoption, là, pour finir la présentation, donc, lors d'une séance précédente, il y a eu l'adoption du premier projet de résolution. Ensuite, un avis public qui a été publié vous invitant à la consultation publique d'aujourd'hui. Le Conseil pourrait adopter dès aujourd'hui le second projet de résolution. Et si c'est le cas, eh bien, la semaine prochaine, il y aura un avis public pour les personnes habiles à voter. S'il n'y a pas de demande de référendum qui est déposée, alors le 8 juillet, il y aura l'adoption de la résolution pour une entrée en vigueur le 16 août. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle en lien avec ce projet de règlement? Sinon, on passerait à la deuxième assemblée de consultation publique qui va pour modifier le règlement sur les dérogations mineures. Oui, exactement. Bon. Deuxième consultation publique, modification du règlement sur les dérogations mineures. La présentation d'aujourd'hui, en fait, découle d'une principale modification qui va avoir lieu dans le règlement de zonage, mais le règlement de zonage qu'on souhaite modifier là, comporterait beaucoup de modifications, donc on est encore en train de les réviser, mais cette modification-ci peut avoir lieu aujourd'hui. Donc, je vous mets en contexte, l'année dernière, la Ville a entrepris un chantier là, afin d'amélioration continue au sein de l'équipe des permis, certains permis qui pourraient être émis plus rapidement, plus facilement, certains allègements qui ont été faits. La modification d'aujourd'hui est à 100% dans cette avenue-là.
Donc, la modification concerne principalement et uniquement là, la possibilité d'octroyer des dérogations mineures lorsque le nombre minimal de cases de stationnement ne peut être atteint. La dérogation mineure, ce qu'il faut comprendre, c'est pas ce qui est privilégié. En fait, on privilégie que les citoyens se conforment à notre règlement, mais lorsqu'ils nous prouvent qu'il n'y a aucune façon de respecter le règlement, bien, à ce moment-là, la Ville peut accorder la dérogation. Sauf que, en fait, en ce moment, la façon que le règlement est écrit, c'était pas possible d'accorder une dérogation mineure pour du stationnement dans certains cas bien précis. Donc, ces cas-là étaient lorsque l'usage était commerce ou un usage de service à l'intérieur du pôle central de Rouyn-Noranda, donc notre centre-ville, et ça va aller jusqu'à Évin, Granada, McWatters, etc. Et cette interdiction-là de dérogation mineure était également valide à l'intérieur de la zone industrielle. Donc, la modification d'aujourd'hui vise tout simplement à abroger cette interdiction-là. Donc, dorénavant, un promoteur qui, pour une raison ou une autre, ne peut se conformer au niveau du nombre de cases de stationnement pourrait en fait déposer une dérogation mineure pour réaliser son projet. Donc, ici, on a tout simplement joint l'ancien libellé du règlement sur les dérogations mineures qui était écrit. Donc, on voit d'emblée toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur et ses amendements peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure, à l'exception des dispositions suivantes. Donc, il y a quelques dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet, par exemple, lorsqu'il est question de zone de contrainte naturelle ou anthropique. Et, donc, le paragraphe 7, qui explicitait là, ce que je viens de vous résumer, va tout simplement être abrogé. Ce qui met fin à mon explication, qui est brève, mais j'ose croire assez simple. Calendrier d'adoption, donc à une séance précédente, avis de motion et adoption du projet de règlement. Il y a eu un avis public là, la semaine qui a suivi cette séance du conseil-là. L'avis public vous invitait à la séance d'aujourd'hui. Et dans ce cas-ci, on procéderait à l'adoption finale puisque ce n'est pas une disposition qui peut faire l'objet d'un référendum. Si le conseil municipal adopte, le délai d'entrée en vigueur serait d'environ une semaine là, à partir d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou questions en lien avec ce qui vient d'être exposé? Sinon, bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, donc, il est 20 heures. On poursuit avec la séance publique dans quelques minutes. Merci encore. Bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance de votre conseil de ville. On a des invités ce soir pour la présentation du rapport annuel du Bureau des citoyens, mais avant tout, on va adopter l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, quelques ajouts ce soir. Donc, dans la dérogation mineure et PPC-,
Suite à la consultation publique, l'adoption du second projet concernant le 1400 de la rue Saguenay, une nouvelle résolution concernant le processus de PPC-moi pour le 435 de la montée du Sourire, dans les affaires générales, fin d'emploi d'un salarié, dans les affaires politiques, au niveau de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l'ajout d'une demande concernant M. Francis Truchon. Dans les correspondances, donc une demande du CPE du Phénix pour une autorisation. Dans les recommandations du conseil de quartier de Baudry, la nomination d'une nouvelle membre. Et également, suite à la consultation publique, le règlement sur les dérogations mineures. Proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, en deux, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 10 juin dernier, J'en qui fais avait la été proposition. présidé par Guillaume Madame Beaulieu. Guillaume. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Donc, on a le plaisir ce soir d'accueillir M. Alain Couture, président du comité sur la qualité du service, et M. Simon Lapierre, responsable du Bureau du citoyen, pour la présentation du rapport annuel du Bureau du citoyen. Alors, je vous laisse la parole, M. Couture. Alors, merci, Mme Dallaire. Bonsoir, tout le monde. Alors, comme Mme Dallaire le disait, je suis président du Bureau du citoyen, qui est en charge de donner suite à différentes questions ou interrogations des citoyens sur les services offerts par la Ville de Rouyn-Noranda. Je suis fier. Cette année, on présente notre 6e rapport annuel. Le premier ayant été pour une petite partie 2018, mais cette année, c'est l'année 2003, qui est une année charnière, qui nous a permis de remettre en perspective le travail réalisé dans les dernières années, la nature des demandes qui ont été adressées à Simon au Bureau du citoyen et les sujets qui ont fait l'objet de recommandations. Alors, je suis accompagné de Simon, que je tiens à remercier pour sa fidélité et aussi sa rigueur dans son travail et dans ses réponses formulées aux citoyens. Il va vous présenter le détail ce soir là, de ses activités de l'an dernier, la nature des demandes qui lui sont adressées et au bureau. Le comité formé d'une autre citoyenne, de deux conseillers et conseillères, Mme Carignan et M. Drolet, ainsi que Mme Dallaire, et M. Chevalier, le directeur général. On s'est rencontrés à 3 reprises au courant de la dernière année. Et au terme de la présentation de M. Simon, il va vous expliquer les conclusions de notre année qui nous ont conduit à adresser une recommandation aux conseillers et conseillères de la Ville et à la mairie de Rouyn-Noranda. Alors, à vous la parole, monsieur. Cher bureau du citoyen. Donc, comme à chaque année, je viens faire un peu le bilan des activités du bureau. Donc, M. Couture, qui est notre citoyen président du comité. Pour 2023, donc en termes de volumétrie, dans les faits saillants, il y a eu 440 demandes d'accompagnement. Ce qu'il faut comprendre dans les demandes d'accompagnement, souvent les gens vont s'adresser au bureau du citoyen en disant « j'ai une plainte, je veux que telle chose soit réparée, je veux que vous fassiez ci, ça ». Il faut comprendre que c'est des demandes ou des requêtes. Souvent, quand ça n'a pas été adressé à un service, bien, on réoriente, on accompagne le citoyen. Ce n'est pas des plaintes formelles, là. Une plainte, ça va constituer j'ai fait une demande à la Ville, je n'ai pas eu de suivi, la réponse est insatisfaisante, je veux des explications, c'est ça une vraie plainte. Donc, en 2023, on a eu 6 demandes d'intervention, donc des plaintes, et sur les 6 dossiers, il y en avait 3 qui étaient fondés, donc où il y a eu des recommandations, il y a eu des changements qui ont été apportés. Ce qui a amené 3 recommandations auprès des services. Et pour le rapport 2023, donc chaque année, le Bureau du citoyen fait des recommandations à la Ville au niveau organisationnel. En 2023, on recommande la révision de la politique sur la qualité des services, donc ce qui encadre les activités du bureau. Depuis sa mise en place, donc oui, il y a eu une petite période en 2018 avec le bureau, mais depuis sa mise en place, le Bureau du citoyen a traité 1380 demandes d'accompagnement, ainsi que 57 demandes d'intervention. Il y a eu 43 recommandations qui ont été faites auprès des services de la Ville. Et il y a eu 4 rapports annuels qui ont formulé 4 recommandations visant des changements organisationnels, dont il y en a 2 qui sont réalisés et il y en a 2 qui sont toujours en cours. Les rapports sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Je vous présente les données, les statistiques pour l'année 2023. Donc, vous voyez un petit peu la volumétrie des demandes qui sont adressées au bureau.
Donc, à chaque année, ce qu'on constate, là, vous le voyez, là, la période où il y a le plus d'activité à la ville de Rouyn-Noranda, ben, c'est l'été, parce que c'est là où on a le plus d'activité, que ce soit la voirie, que ce soit les services des loisirs, des parcs, etc. Donc, on voit un peu, là, c'est la partie la plus occupée. Le grand volume d'accompagnement et le petit volume de plaintes, bien, ça fait que 99% des activités du bureau, c'est de l'accompagnement auprès des citoyens et un faible 1% là, de traitement de plaintes. On regarde toujours à chaque année, c'est quoi la répartition plainte, accompagnement, les plaintes qui sont fondées. Donc, on a 3 plaintes fondées, 3 plaintes non fondées, 3 plaintes fondées, 3 non fondées et 434 demandes d'accompagnement. Quand on a fermé l'année 2023, il n'y avait pas de dossier toujours en traitement, donc tout était fait. Et aussi, on observait aussi le mode de réception, comment les gens font un premier contact avec moi, avec le bureau. Donc, dans la grande majorité des cas, 59% du temps, c'est par courriel ou par téléphone. Mais je rencontre des gens en personne, mais c'est plutôt marginal, donc 1 ou 2 fois par année. Mais souvent, la deuxième rencontre, ça peut être une rencontre en personne également. Donc, au niveau des accompagnements, 92% des 434 demandes d'accompagnement sont traitées le jour même. Donc, ce n'est pas des demandes très longues à traiter. Ça veut dire qu'on a pu orienter le citoyen. Puis, dans les autres cas, 2 à 5 jours, 6 à 9 jours, c'est un très faible pourcentage, mais il faut comprendre que des fois, c'est des choses qui demandent un petit peu plus de validation, de vérification. Chaque année, on prend l'ensemble des accompagnements puis on le découpe pour savoir pourquoi les gens nous ont demandé de l'information ou avaient besoin d'aide. Et c'est une tendance dans les dernières années, là, 30%, là, un bon 31% pour la voirie. Donc, il y a beaucoup d'activités, 4 saisons qui sont concernées par ce service-là. Le service des inspections, la Sûreté du Québec, bien souvent, on dit, oui, les policiers ou la réglementation, est-ce que c'est la Ville, est-ce que c'est la Sûreté? Donc, souvent, il y a certaines choses qui sont adressées à la Ville, mais il faut les adresser directement à la Sûreté. Des fois, on va relayer le signalement. Et également beaucoup d'organismes externes. Donc, d'autres organismes publics, parapublics, même des organismes privés, les gens s'adressent à la Ville, mais c'est pas la Ville qui est responsable. Donc, quand on est capable de les orienter au bon endroit, on le fait. Et au niveau des interventions, donc vous voyez, le bureau de citoyen a entre 30 et 45 jours ouvrables pour traiter un dossier de plainte et la grande majorité des dossiers ont été traités entre 0 et 10 jours et 11 et 30 jours. Donc, cette année, c'était 3 dossiers. Des dossiers qui concernaient les travaux publics, l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le service des acquisitions. Par nature, qu'est-ce qu'on veut entendre par là? C'est quand on fait l'analyse d'un dossier de plainte, on veut savoir c'est quoi la nature, c'est quoi la raison, le motif. Mais ce qui ressort le plus souvent, c'est soit le délai pour rendre une décision, pour dire c'est oui, c'est non, on le fait pas. Ou une fois qu'on a dit oui, c'est parfait, c'est le genre de choses qu'on va faire, des fois c'est le délai pour le faire. Donc on a dit oui, on va aller faire une réparation, on va aller faire telle chose, mais il peut y avoir un délai important, c'est souvent le motif le plus souvent évoqué. Puis dans l'application de l'interprétation, là, ça concerne le dossier au niveau des acquisitions. Là, il y avait une notion sur notre règlement sur les appels d'offres. Le Bureau du citoyen est responsable de l'application des plaintes concernant les appels d'offres. Donc, en 2023, il y a eu un dossier. Donc, sur un appel d'offres particulier, il y a un soumissionnaire intéressé qui a formulé une plainte. On a le premier, si vous voulez, droit d'intervention pour pouvoir corriger une situation. Si les gens ne sont pas satisfaits, ils peuvent s'adresser à l'autorité des marchés publics. Donc, on a fait la recommandation dans ce cas-là d'annuler l'appel d'offres et que les devis techniques soient révisés par des experts indépendants pour supporter la création de ces devis-là. On a donné notre décision plaignant et le service d'acquisition a fait les recommandations. L'appel d'offres a été annulé. Et la loi sur l'autorité des marchés publics prévoit que si la personne qui porte plainte auprès de la Ville n'est pas satisfaite, elle peut s'adresser dans un deuxième recours auprès de l'AMP. Et ce ne fut pas le cas, donc la personne était satisfaite de la façon qu'on a traité sa demande. Ce qui nous amène à ce bilan de l'année-là, un survol quand même assez rapide, aux constats généraux, nos recommandations pour l'année. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce qu'on recommande cette année, c'est de réviser la politique sur la qualité des services. Donc, ça fait un petit peu plus que 5 ans qu'on a mis en place cette politique-là. Une politique unique au Québec, c'est un modèle qui existe. Pas comme ça ailleurs. Donc, on l'a fait sur mesure avec
Avec les années, avec l'expérience et les différents témoignages des citoyens, on se rend compte qu'il faut aller au-delà des plaintes. Vous le voyez, le volume de plaintes est quand même minime. Donc, il faut avoir d'autres leviers pour pouvoir améliorer les services des citoyens. On constate que le besoin d'accompagnement, c'est quelque chose qui se répète d'année en année. Donc, il y a des choses à améliorer. Le Bureau de citoyen, dans les dernières années, a déjà fait des recommandations à cet égard-là. Et il y a 2 recommandations qui touchent spécifiquement l'accompagnement, l'accueil des demandes que les citoyens font à la Ville, qui sont toujours en cours de réalisation. Pour toutes ces raisons-là, on pense qu'il faut revoir la politique parce que c'est ce qui donne finalement le pouvoir d'action au Bureau du citoyen. Donc, c'est bien les plaintes, mais ça ne doit pas être le seul levier pour faire des changements qui seront profitables pour les citoyens et citoyennes. Donc, cette année, on recommande que la politique soit révisée pour répondre aux préoccupations actuelles des citoyens et citoyennes concernant les services municipaux, notamment en termes de qualité, de résultats et d'amélioration. Donc, c'est la recommandation 2023 du Bureau du citoyen. Donc, ça met fin à la présentation. Pour ce qui est du rapport annuel, c'est un dépôt, Madame la greffière. On n'a pas. Il n'y a pas de résolution qui est requise. Pas de résolution, donc un dépôt au Conseil. J'en profite pour vous remercier, Monsieur Lapierre, à titre de responsable du Bureau du citoyen, de l'accompagnement de nos citoyens, puis du règlement rapide, du retour rapide, vraiment dans des délais vraiment des délais extraordinaires, je vais le dire. Fait que bravo, vraiment. Puis je veux remercier aussi M. Couture, qui préside le comité depuis plus de 5 ans, peut-être 6 ans. Puis je veux rappeler aux citoyens et citoyennes que c'est le seul comité qui est présidé par un citoyen quand on parle du Bureau du citoyen. Alors, merci de votre grande implication. Merci beaucoup. Bravo pour le travail. Merci encore. Alors, pour la poursuite de notre séance, Mme Hélène Pius, directrice des travaux publics et services techniques, se joint à nous en remplacement de notre directeur général, M. Chevalier, qui est absent ce soir. Merci, Mme Pius, de prendre la relève. Alors, en 4, suivi des dossiers politiques, rapidement, je veux vous donner quelques informations. Donc, en ce qui a trait à la présentation du concept d'aménagement pour le développement du secteur sénateur, donc, à la lumière des commentaires qui ont été recueillis lors des 2 premières étapes de la démarche de consultation, alors la Ville de Rwanda, en collaboration avec la firme Domus Architecture et Design, va présenter à toutes les personnes intéressées, donc vous êtes invités, va présenter la conceptualisation du nouveau secteur résidentiel en s'inspirant des principes d'écoquartier. Alors, c'est un rendez-vous aux personnes intéressées mercredi le 19 juin à 19h à l'Agora des Arts. Et il est possible aussi pour les personnes intéressées de consulter aussi la synthèse des réponses qu'on a obtenues lors de la 2e étape de consultation en visitant le site web de la Ville. Alors, voilà pour ça. Aussi, je voulais dire rapidement que j'assistais la semaine dernière à une rencontre du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. C'était un agenda assez chargé, mais je voulais relever 2 résolutions qui nous touchent peut-être davantage, qui ont été adoptées lors de ce conseil d'administration-là. Donc, au niveau du transport aérien régional, des demandes qui sont adressées au gouvernement fédéral. Alors, l'UMQ demande au gouvernement du Canada de reconnaître le transport aérien régional comme un service essentiel relevant de sa compétence et qu'il y investisse conséquemment. Qu'il procède à une révision en profondeur du cadre opérationnel et réglementaire du transport aérien régional afin de répondre adéquatement aux besoins des populations, des entreprises et des institutions régionales. On demande aussi au gouvernement fédéral de bonifier de façon significative l'enveloppe dédiée au programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le PAIA,
et qu'ils mettent en place les moyens nécessaires pour garantir la continuité et l'efficacité des services de NAV Canada dans nos aéroports régionaux. Ça nous touche plus particulièrement. Aussi, une autre résolution en lien avec l'habitation et l'itinérance, toujours adressée au gouvernement du Canada. Donc, l'UMQ demande au gouvernement du Canada de rehausser le financement de mesures structurantes en matière d'habitation et d'itinérance de 3,5 milliards de dollars par année, notamment au travers de la Stratégie nationale sur le logement et du programme Vers un chez-soi. Et on demande aussi, l'UMQ demande aussi au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec de s'entendre dans les plus brefs délais sur les modalités d'utilisation des sommes dédiées au campement en concertation avec le milieu municipal et les organismes communautaires. Alors, ce sont 2 résolutions qui ont été adoptées à l'UMQ dont je voulais vous faire part. La semaine dernière, il y a une nouvelle qui a circulé disant que Rwanda figurait parmi les 20 plus charmantes municipalités en Amérique du Nord. Peu importe l'organisme qui affiche ces résultats, les mentions, ce qui a été mentionné dans l'article, ce qui a été véhiculé, les mentions sont véridiques, sont vraies. Puis je pense qu'on doit en être fiers, qu'on pense à nos espaces verts, au dynamisme culturel, à notre cité étudiante. Oui, la ville de Rwanda est charmante et accueillante et on s'est taillé une place au 19e rang dans un classement des municipalités les plus charmantes du Canada et des États-Unis. Alors, c'est une grande fierté pour tous les citoyens. Bientôt, la Fête nationale du Québec. Un peu partout au Québec, il y aura des célébrations prévues le 23 juin au soir. Cette année, le thème autour duquel sont invités à se rassembler les Québécois, c'est « Retrouvons-nous à la belle étoile ». Alors, je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête nationale du Québec à tous nos citoyens, nos citoyennes. Et en terminant, peut-être le quartier-centre piétonnier. Donc, cet été, la ville de Rwanda redeviendra une zone piétonne. Et le quartier-centre piétonnier sera actif du 27 juin au 11 août pour l'avenue principale qui sera fermée aux automobilistes pendant 6 semaines. Pour ce qui est des rues Perrault et Gamble, elles seront fermées pendant 3 fins de semaine. Alors, je vous invite vraiment à venir en grand nombre visiter la zone piétonne. Alors, voilà, ça fait le tour pour les nouvelles rapides des dossiers politiques. Nous sommes rendus aux demandes des citoyens. Alors, si vous avez j'invite les citoyens présents qui veulent prendre la parole à venir nous voir. Puis, je vous rappelle que le délai est de 5 minutes par intervention. Merci. Bonsoir à tous. Jennifer Cantica, citoyenne et porte-parole de ma... Est-ce que le micro marche? Excusez-moi, madame, juste faire certain que le micro fonctionne, oui? D'accord, c'est bon. C'est bon, oui. J'ai un certain malaise à être ici devant vous ce soir. On est un petit milieu, tout le monde se connaît. J'aurais souhaité avoir en vous suffisamment confiance pour ne pas y aller. Dans les 2 dernières années, on est venu respectueusement de nombreuses fois à ce micro avec tout le courage que ça prend, parce que ça en prend toujours du courage pour prendre la parole. Derrière chacune de nos prises de parole, ce qu'on nous demandait, c'était de... Est-ce que je recommence pour les gens à la maison ou... Ça ne sera pas long, 2 minutes. Oui, ça fonctionne là. D'accord. Peut-être pour recommencer, pour faire certain que les gens vous ont entendu. Je recommence? Ah oui, OK. Bon. Donc, comme je le disais, j'ai un certain malaise à être ici devant vous ce soir parce que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. J'aurais souhaité avoir confiance en vous suffisamment pour ne pas y être. Dans les 2 dernières années, on est venu respectueusement de nombreuses fois à ce micro-là, avec tout le courage que ça implique.
parce que ça en prend du courage pour prendre la parole. Derrière chacune de nos prises de parole, ce qu'on vous demandait, c'était de prendre position pour que les normes destinées à protéger notre santé soient respectées dans le dossier de la qualité de l'air et des sols dans notre ville. La semaine dernière, quand on a appris par Radio-Canada qu'une élue parmi vous entretenait un lien d'affaires avec la fonderie Hearne, ça nous a réellement inquiétés. On sait que cette conseillère a participé aux réflexions sur l'enjeu de la qualité de l'air et des sols en lien avec les émissions de cette même fonderie. Elle a participé aux réflexions qui ont mené à notre position qui ont mené à votre position dans l'un des dossiers de contamination industrielle les plus importants au Québec. Peut-être que certaines choses nous échappent, là. Je le sais, on est loin d'être des spécialistes d'éthique et de déontologie municipale, mais on est en droit de se demander, est-ce que les intérêts personnels de l'élu auraient pu influencer son jugement? Dans l'article de Radio-Canada, la conseillère fait mention d'avoir obtenu les avis juridiques en lien avec ses activités d'affaires. Nous souhaitons vous demander que ces avis juridiques soient rendus publics. Dans une situation aussi délicate dans laquelle il est question de la santé des résidents et de l'intégrité de l'environnement dans lequel ils vivent, on aimerait vraiment comprendre parce que pour le moment, la situation nous semble vraiment ambiguë. Pour lever le voile sur cette situation inquiétante, nous aurions aussi souhaité savoir quelle proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise de la conseillère représente le contrat avec la fonderie. Est-ce un contrat significatif ou un contrat sans grandes incidences d'un point de vue financier? On se demande aussi, étiez-vous au courant? Est-ce que d'autres personnes parmi vous pourraient se trouver dans une situation similaire? Dans un petit milieu comme le nôtre, je pense qu'il incombe aux élus de bâtir un lien de confiance fort et pour ça, ça prend de la transparence. Puis pour être transparent, il ne s'agit pas d'y être tenu par la loi. Il s'agit du respect et de la reconnaissance que les élus doivent avoir envers les gens qui leur accordent leur confiance pour représenter leurs intérêts. Pour conclure, je vous interpelle sur cette question-là. Trouvez-vous que ces questions sont légitimes? Est-ce que ces questions, on est en droit de se les poser? Parce qu'on est vraiment inquiet. Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs questions, mais j'imagine que c'est enregistré et que vous allez en prendre bonne note. Noté, mais je peux vous dire que chaque membre du conseil municipal fait une déclaration d'intérêt à chaque année. Tout ça est fait de façon exemplaire. Pour le conseil municipal, l'éthique, c'est primordial et on est vraiment sensible aux considérations qui touchent l'éthique là, dans notre rôle politique. Ça, c'est clair. Maintenant, vous savez, tout comme moi, parce qu'on l'a lu dans les médias, là, qu'il est question dans le reportage d'une plainte à la CMQ, à la Commission municipale du Québec, alors qu'une plainte aurait été déposée à la CMQ. Alors, dans les circonstances, nous n'émettrons aucun commentaire sur le sujet. Je vous remercie. D'accord. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Est-ce que les questions est-ce que les documents qu'on demande, est-ce que ça sera possible qu'ils soient rendus publics? Moi, je pense que tant que... En fait, on va faire les vérifications, mais effectivement, comme Mme Dallaire l'a mentionné, dans la mesure où il y a un dossier à la CMQ, on va préférer attendre le résultat de cette analyse-là avant de rendre disponible quoi que ce soit s'il y a lieu. Je vous remercie. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question d'ordre émotive? Si ça touche le dossier, à propos de ce dossier-là. Nous, dès qu'on dit une plainte à la CMQ, on n'émettra pas de commentaires, ni émotifs, ni aucun. Là. Mais vous pouvez la poser, la question, mais on répondra. En fait, si vous étiez à notre place, que vous militiez pour une qualité de l'air, que vous vous présentiez ici devant les élus depuis tous ces mois, ces années, j'aimerais savoir, pour autant que vous soyez capable de vous mettre à notre place, comment vous vous sentiriez si vous étiez, vous, dans nos souliers? Quelles seraient vos émotions, votre ressenti actuellement? Moi, tout ce que je peux dire aux citoyens qui nous écoutent, c'est qu'ils peuvent avoir confiance en leur conseil municipal, mais pour l'instant, je n'émettrai pas aucun commentaire.
Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Bonsoir. Je m'appelle Lise Bergeron et M. Réal Bordelot, mon conjoint. On demeure au Lac du Faux. Présentement, on a envoyé 2 questions au Conseil parce qu'on a différentes inquiétudes, des choses qu'on voit qui nous inquiètent. Je vais vous lire les deux questions qu'on nous avait envoyées. Dans un avenir rapproché, quelle est votre vision? Merci. Quelle est votre vision de faire du Lac du Faux un débarcadère, et les stationnements pour les plaisanciers? Ça, c'est la première question, parce que je sais qu'il y a un enjeu là-dedans. Et puis l'autre, comment prévoyez-vous protéger l'eau potable du Lac du Faux? Parce que nous, comme citoyens, on a quand même des solutions qu'on peut apporter ou un échange. Que je vous laisse la parole là-dessus, puis après ça, on pourrait compléter. Merci. Merci beaucoup, Mme Bergeron et M. Bordelot, c'est ça? J'aurais une question aussi. Oui. À savoir si vous avez eu connaissance de O0 Solutions. Est-ce qu'ils vous ont contacté pour venir faire Des stations de lavage, vous parlez? Oui, c'est ça. Vous savez qu'on en a sur le territoire, hein? Oui, il y en a déjà 6 en Abitibi, mais nous autres, on n'est pas encore 15 Non, plus que ça. On est plus que ça. Non, en Abitibi, on est 6. En il y a Abitibi, 6 OK. stations de lavage. Non, il y en a une à Rouyn-Noranda, je veux juste le dire. Okay. Vous voulez? De Anfield. Anfield, oui. OK. Je vais laisser, si vous permettez, ce dossier-là, je vais laisser le conseiller de quartier, M. Daniel Camden, peut-être répondre parce qu'il était bien impliqué dans le dossier. Bien, en fait, juste compléter un peu ce qu'on s'était déjà dit au téléphone, puis ce qu'on nous a écrit. Vous savez qu'à l'origine, il y a eu une demande au bureau du citoyen qui a été faite par une plainte par des citoyens du Lac du Faux. Il y a une recommandation qui a été faite à la Ville par le bureau du citoyen de sécuriser la descente à bateau qu'il y avait là et de la rendre conforme aussi aux normes et de s'assurer que ce soit le seul endroit. Donc, il y a eu plusieurs autres stations qui ont lieux de débarcadère de bateaux qui ont été condamnés parce que c'était des endroits illégaux pour débarquer des bateaux. Il y a eu une conformité au niveau de la descente de bateaux. Et là, la prochaine étape, c'était de travailler sur un grand stationnement et aussi une station de lavage de bateaux. Tout ça fait en sorte qu'on a des devis techniques à respecter. Il y a aussi le milieu humide à protéger, de s'assurer que s'il y a une station de lavage de bateaux qui est là, bien, que ça ne rejette pas dans le lac. Donc, le but, c'est vraiment ça. Et aussi le stationnement, qu'on n'ait pas contaminé notre lac avec des sources de contaminants extérieurs. Donc, tout ça est en étude, autant au niveau géotechnique, autant au niveau environnemental. Et là, on a eu une demande de dire que plusieurs résidents de votre secteur ont demandé à dire qu'ils n'avaient pas été consultés. Donc, comme je vous avais parlé cet été, il n'y a plus d'autres travaux qui vont être faits. On va attendre à l'automne parce que là, tout le monde travaille, c'est les vacances de tout le monde. Et à l'automne, on va consulter, on va travailler tout le monde ensemble pour trouver une station qui serait convenable pour tout le monde et de s'assurer aussi que la station, que le quai de débarcadère soit utilisé. Parce qu'on a beau faire un quai de débarcadère dans une section, si les gens ne l'utilisent pas parce que ce n'est pas fonctionnel ou que ce n'est pas facilement accessible, on va être parti à zéro. Et là, les sites de mise à l'eau illégales vont recommencer et c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de trouver la meilleure solution. À l'origine, le problème avait été soulevé par le bureau citoyen, par des résidents du lac, qui nous demandaient de corriger cette situation-là, d'améliorer la descente de bateau et de s'assurer que ça soit conforme. Et c'est là-dessus que le service était planché. Mais là, à la suite des dernières discussions qu'on a eues, le fait que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette situation-là, non, je comprends, je ne dis pas que vous n'êtes pas à l'aise, juste qu'on va trouver la meilleure solution tout le monde ensemble, mais pour ça, il faut donner le temps à l'administration de faire les choses. Et là, comme c'est la période de l'été qui est la plus cruciale pour tous les travaux, exactement. Parce que c'est l'été pour tout le monde. Oui. Sauf que pour nous, pour l'été, pour les citoyens, je ne sais pas si vous êtes d'accord ici, c'est que nous, on vit quelque chose de très difficile à voir. On voit arriver des bateaux qui sont vraiment sales. On voit des stationnements un peu partout dans les rues. On a de la misère à se promener. On vit, c'est pas possible. J'aurais une grande liste à vous dire. Mais là-dessus, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la protection du lac. On veut bien que nos citoyens, que ce soit nous autres, les riverains, ou ceux qui restent dans la ville de Rouyn-Noranda, profitent de ce beau lac-là. Mais il faut le protéger parce qu'en plus d'être notre eau potable,
Il faut vraiment que les gens soient sensibilisés qu'à toutes les fois qu'il y a une ligne qui se met à l'eau, à toutes les fois qu'il y a un bateau qui arrive, je ne sais pas par où qui arrive, puis tu le vois, tu dis, mon Dieu, quelle chance qu'on ferait encore aujourd'hui. C'est une urgence de faire quelque chose, et nous, comme riverains, et comme citoyens du Lac-du-Pau, on veut s'impliquer. On a commencé à s'impliquer avec notre représentant, et on veut continuer. J'espère que vous désirez qu'on travaille ensemble. Parce que le but, c'est vraiment de collaborer. Être en mode collaboration. Oui, c'est ça, ensemble. C'est vraiment ça. À partir d'aujourd'hui, je vais vous demander de faire la réflexion là-dessus. Parce que nous, comme citoyens, ça bouge beaucoup dans notre coin. On voit toutes sortes d'affaires. C'est comme je vous disais, je pourrais vous en donner beaucoup. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape de dire, on travaille. Nous, on a commencé à travailler sur notre côté. Et oui. Si la ville de Rouyn-Noranda veut une collaboration, s'impliquer, merci. Échanger les données. Ça veut dire que quand on appelle, on demande quelque chose d'une information, on peut avoir une réponse et une vraie réponse. On travaille ensemble en collaboration avec les vraies affaires. On va avancer. Je peux vous dire que pour l'ensemble du conseil et l'administration à la ville, la protection du lac, la source d'eau potable, d'eau qui est filtrée, mais c'est d'une importance. D'ailleurs, c'est un peu ça, pour ça qu'il y avait eu des débuts de travaux. Là. Écoutez, là, ça, c'est clair. Maintenant, merci de votre implication. Comme le disait M. Camden, là, il n'y aura pas de travaux faits cet été parce que ça doit être revu. Mais on retient ce que vous dites et votre offre de collaboration, Mme Bergeron. Oui. Il faut commencer tranquillement. On a déjà des contacts avec d'autres gens qui nous ont posé d'autres endroits, d'autres sites. Pas rapport à l'affaire. On va travailler à ce moment-là, on va le proposer. J'en profite, là, je fais une annonce, là, puis M. Laplante, si vous voulez me corriger si je ne dis pas des choses correctes, là, mais j'en profite parce que vous sembliez surpris de savoir, par exemple, qu'il y a une station de lavage à bateau à Anfield. Je veux juste dire que ça a été un projet qui a été porté, qui a été soumis par un organisme. C'est une station mobile, une station mobile de lavage à bateau qui est très utilisée. Et de plus en plus, là, c'est vers là qu'on s'en va. Je vais vous dire qu'on est les yeux. On est les yeux, on vit sur place, on veut tout ce qui se passe. Et on est très impliqués sur une île, ou que l'île aux sables. L'île aux sables. Je vais faire une petite parenthèse vite pour permettre à mon compte de parler. Oui, l'île parce que... aux sables, on a remonté des vitres et des vitres quand les gens passent. Ça, c'est une implication. On en fait des tours comme ça. On peut continuer, mais là, on a besoin de la ville pour continuer. Parce que l'eau potable, là, je ne sais pas jusqu'à quand ça va être potable. OK. Ça nous inquiète beaucoup. Je laisse mon conjoint vous parler un petit peu, parce que dans nos recherches, on a fait affaire à un stade. On s'était donné 5 minutes par personne. Oui, OK, allez-y. Il y a O0 Solutions qui ont un projet majeur en conception de génie mécanique pour, justement, pour des espèces aquatiques envahissantes. Donc, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de regarder un lien avec eux autres pour... Vous avez eu le document, hein? C'est quoi au juste, OK? Oui. On a des gens qui connaissent ça un petit peu. Ils vont venir faire une démonstration au Lac-du-Pau à la fin du mois de juillet. Si vous êtes intéressés, on vous tient au courant. On aimerait savoir quelqu'un du conseil, peut-être, pour venir superviser ça au Lac-du-Pau. Si ça vous intéresse. Parfait. C'est une démonstration, vous dites. Bien, vous avez, c'était dans votre message, hein? D'accord. Merci. Merci infiniment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes des citoyens? Sinon, M. Côté, on serait rendu aux dérogations mineures? Donc, pour ceux qui nous suivent, habituellement, j'appuie, mais ce soir, j'ai une promotion, je vais proposer. Donc, au point 6.1, au 3598, rang des Cavaliers, présenté par M. Jean-Pierre Landry, un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment accessoire. J'ai un autre, je fais-tu les deux? Oui, favorable. Parfait.
au 3130 chemin du Lac-Hélène, présenté par Mme Valérie Lefebvre et Maxime Gravel, un avis conditionnel favorable relativement à l'installation de la terrasse en béton coulé, de la piscine et des garde-corps en cours avant. Alors, pour ces deux dérogations favorables-là, est-ce qu'il y a des... Bonsoir. Est-ce qu'il y a Merci, des commentaires bonsoir. dans la salle? Non? Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Samuel Randio. Merci. Au point 6.1.3, le lot 5 573 561 au rang du Vieux-Pont, présenté par Mme Kim Jasson-Vigneault. Un avis défavorable du CCU relativement à la construction de bâtiments principal de type yourte. Il est proposé de reporter la demande au 8 juillet pour permettre des validations additionnelles. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Au point 6.1.4, au 185 rue Cardinal-Bégin-Ouest, présenté par Mme Valérie Schaeffer et M. Pierre-Paul Belzile-Lacasse, un avis partiellement favorable relativement à la reconstruction du mur de soutènement. Suite, dans le fond, à la présence au Conseil là, le 27 mai dernier, il y a des validations additionnelles qui ont été effectuées et la décision du Conseil est maintenant d'accorder dans l'ensemble la demande de dérogation mineure. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Je serais rendu au point 6.2 pour les PPC-moi. 6.2.1, adoption de la résolution afin de construire un chalet sur un terrain sous bail de villégiature du MRNF en bordure du lac Évin. J'en fais la proposition. Napia. Je l'appuie, Samuel Randio. Merci. Point 6.2.2, l'adoption de second projet de résolution concernant la construction d'un entrepôt commercial industriel sur les lots 3 963 554 et 4 700 115 et 4 700 117 du cadastre du Québec sur la rue Saguenay. J'en fais la proposition. J'appuie la proposition, Yves Drolet. Merci. Et au point 6.2.3, adoption d'une résolution afin de mettre fin au processus de PPC-moi dans le dossier d'aménagement d'une maison de chambre à l'intérieur d'une résidence unifamiliale au 435 de la Montée du Sourire. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie, Stéphane Girard. Alors, peut-être pour expliquer, considérant l'opposition de citoyens du quartier, les propriétaires ont décidé d'abandonner le projet, ce qui met fin au processus. Donc, Madame Pius, aux affaires générales. Merci, Monsieur Côté, vous faites bien ça. Ça fait plaisir. Allez-y. Oui, donc, première résolution pour l'embauche du personnel. Le premier, c'est pour la liste du personnel engagé pour les postes d'occasionnels et de réservistes pour la période du 22 mai au 10 juin, principalement là, pour des postes aux espaces verts et parcs et équipements. Ensuite, donc, embauche de 2 employés. Donc, la première, Mme Kim Lepage, suite à un départ à la retraite, l'embauche de Mme Lepage au titre de dessinatrice. Mme Lepage détient un diplôme d'études collégiales ainsi que l'expérience nécessaire pour occuper ce poste. Ensuite, suite au départ d'un employé, donc c'est l'embauche de Dominique Parent comme technicien aux opérations aéroportuaires. Perrault. Perrault, pardon. Dominique Perrault. Donc, M. Perrault possède un diplôme d'études professionnelles ainsi que l'expérience nécessaire pour le poste. Une fin d'emploi qui s'est ajoutée, en fait, simplement considérant que les attentes de l'employeur n'ont pas été atteintes, donc de mettre fin à l'emploi de l'employé 04472. Donc, pour l'ensemble de ces points en gestion du personnel, proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Oui. Donc, au niveau des octrois de contrat, donc le premier octroi, donc c'est l'acquisition d'un panneau de contrôle pour le poste de pompage P3E. C'est un contrat de gré à gré avec automatisation JRT Inc. au montant de 53 200. La raison pour laquelle on est allé en gré à gré, c'est pour une compatibilité avec les systèmes de télésurveillance qui sont déjà en place pour nos stations de pompage. Ensuite, faisant suite à l'appel d'offres MAR pour matière résiduelle 260424 lancé par avis public le 13 mars, donc c'est l'octroi du contrat de gestion des matières résiduelles
à Multitech Environnement au montant de 75 624 929, taxes incluses, pour une durée de 5 ans plus 2 années d'option. Ensuite, pour faire suite à l'appel d'offres IM 050624-B lancé par avis public le 15 mai 2024, c'est pour les services professionnels visant la réalisation d'études de caractérisation des milieux humides et hydriques sur le territoire de Rouyn-Noranda à Groupe GEOS Inc. au montant de 49 791 et 7 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. Prochaine. Donc, suite à l'appel d'offres ING 050624 lancé par avis public le 15 mai 2024, c'est pour les services professionnels en ingénierie visant la surveillance du projet de réfection de la ruelle entre les rues Perrault et Tachereau à l'entreprise HKR Consultation au montant de 161 445 et 2, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage, puisque ce sont des services professionnels. Ensuite, pour faire suite à l'appel d'offres ENV 2105-24 lancé par avis public le 1er mai 2024, c'est pour l'acquisition de 2 pompes submersibles pour le poste de pompage P3E à l'entreprise KBS Pump Inc. au montant de 111 410 et 78, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue et conforme. Ensuite, pour faire suite à un appel de candidature lancé par le service de forêt FOR 11-06-24 sur invitation, c'est pour le dégagement de plantations dans le secteur de Père-Ouest prévu à l'été 2024 à l'entreprise Foresterie Sénéca au montant de 78 576 et 94, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Ensuite, le dernier au niveau des appels d'offres. Donc, suite à l'appel d'offres TPU 060624 lancé par avis public le 8 mai concernant le contrat de déneigement du quartier Granada pour les saisons 2024-2025 à 2026-27, incluant une année d'option, à l'entreprise Transport Roland Boucher au montant de 997 408 et 54, taxes au net, étant la seule soumission reçue et conforme. Merci beaucoup, Mme Pius, donc, pour ces octrois de contrat proposeurs. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. J'appuie la proposition. Yves Drolet. Merci. Merci. Donc, ensuite, il y a 3 ventes de terrain. Vente de terrain, oui. Donc, pour la vente de terrain du lot 6 613 604 au Cadastre du Québec, soit sur la rue Naud, donc 378 l'avenue Naud, à Mme Estelle Bélanger pour un agrandissement de terrain. Alors, proposeur pour la vente de terrain? J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Ensuite, donc, pour les 2 points, c'est des autorisations de signature. Est-ce que vous voulez les passer en bloc? Oui. Parfait. Donc, l'autorisation de signature d'une entente de location du lot 2 810 125 au Cadastre du Québec avec le Centre de services scolaires. C'est pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024 pour permettre là, des travaux de réfection à Mère-Bruyère. Donc, ce sera pour des stationnements. Ensuite, c'est une autorisation de signature d'une entente de location avec la municipalité de Rémigny pour un camion d'incendie pour une durée de 120 jours. Donc, c'est un camion d'incendie que la ville de Rouyn-Noranda n'utilise plus. Il était prévu aller en vente, mais étant donné que la ville de Rémigny a besoin d'un camion pour assurer son service durant une période, donc il va y avoir une location et par la suite, le camion sera vendu à l'encan. On fait la proposition. Samuel Ranzio. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Merci, Mme Pius. Au niveau des sujets des membres du Conseil, je pense qu'il n'y avait rien de spécial. La correspondance, M. Girard. La correspondance ou les demandes de... Les 4 chevaliers. Ah,
Absolument. En fait, dans la correspondance, on a reçu, vous avez raison, m'a mieux présenté ça. Au niveau des correspondances, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des demandes d'autorisation d'événements, puis il y en a plusieurs, ça bouge chez nous. Alors, je vous laisse la parole. Absolument. Merci beaucoup, Madame la mairesse. On a une première demande d'autorisation d'événement présentée par l'Association du baseball mineur de Rouyn-Noranda pour les aider dans leur financement. Ils organisent une joute de baseball avec les 4 chevaliers. Ça sera présenté le 4 juillet entre midi et 23h53 sur le terrain de balle de Jacques-Laperrière. Et ils auront besoin aussi des 3 stationnements adjacents pour leurs activités. Il y aura la vente de hot dog, bière, puis ils ont d'autres activités à travers ça. Donc, j'en fais évidemment la proposition. Je ne sais pas si François Chevalier va être là, mais c'est un 5e chevalier. Le 5e chevalier. Je l'appuie. Vous l'appuyez. Merci beaucoup. Monsieur Laplante, un événement important. Un événement important, le premier 100e anniversaire sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda qui aura lieu, dans le fond, le 27 et le 28 juillet. On a une demande de fermeture de la rue Fugère entre 18h et 1h. Fait que j'en fais la proposition. Je l'appuie. Stéphane Girard. Donc, le 100e anniversaire du quartier Anfield à ne pas manquer. Monsieur Drolette. Oui, ça concerne une demande d'autorisation pour les organisateurs de la fête des Béziers qui va avoir lieu le 3 août à partir de 9h jusqu'au 4 août à 13h au Centre des loisirs de Bellecombe. Donc, à cette occasion, la Ville autorise la vente de boissons alcoolisées sur le site, selon évidemment qu'il y a les permis nécessaires, puis aussi toutes les mesures de sécurité nécessaires applicables à ce l'environnement soient pris en compte, selon les directives de l'Université du Québec, puis une aide technique aussi qui peut avoir lieu à ce sujet-là. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Monsieur Beauchamp. Oui, autorisation soit accordée à la Corporation de la Maison du Moulon pour la tenue d'une soirée spectacle dans le cadre du 100e, ça fait 100 ans qu'on célèbre ce site historique. Donc, ça va avoir lieu le 3 août 2024, évidemment, entre 17h30 et 23h30. Les autres autorisations usuelles demandées soient vente d'alcool et de nourriture, que toutes les mesures de sécurité soient prises et puis qu'une aide technique soit accordée. J'en fais donc cette proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et dans un deuxième cas, l'autorisation soit accordée à Colorpax pour la tenue du 30e anniversaire de cette entreprise. Les festivités auront lieu devant la boutique, dans l'espace de stationnement sur l'avenue Murdoch, le 22 août, entre 14h et 20h. Autorisation de vente d'alcool et que les mesures de sécurité soient prises. Autre proposition. Et je l'appuie, Yves Trollet. Et je vais m'abstenir de... Vous retirez de la décision, Mme Turgeon? En plein ça. D'accord. Est-ce que pour le grand bazar de Cadillac... Volez-moi pas le punch. Je vous laisse aller. Du côté de Cadillac, pour une autorisation soit accordée à la Corporation de développement économique Cadillac pour la tenue du grand bazar de Cadillac, l'édition 2024, qui va se passer à l'Arena et à la salle communautaire de Cadillac le 7 septembre entre 17h et 20h. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. On va être occupé, hein? D'ici l'automne, si on va être présent. Alors, M. Girard, un autre événement sportif. Je reviens. On a une autre demande d'événement pour le club de soccer Boréal, pour la tenue du tournoi de soccer senior appelé la Coupe du Nord. Ça se déroulera le 21 et 22 septembre prochain sur le terrain synthétique de l'université et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Monsieur Beaulieu. Oui, alors au niveau de la distribution de paniers de légumes, l'entreprise Tomates et Camomille qui a besoin, en fait, pour ce qui est de certaines dates durant l'été, du stationnement de l'Aréna Jacques-Laperrière, donc l'endroit où se passe normalement le marché public, mais en d'autres moments que le marché public pour la distribution de ces paniers de légumes. Donc, les 3, 10, 17, 27 octobre, enfin, les dates sont inscrites, entre 13h et 18h15. Alors, évidemment, avec tous les éléments de sécurité publique qui s'y imposent.
Alors, j'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Alors, Madame Turgeon. Vas-y, c'est pas moi, ça, Madame Turgeon. Mais si vous voulez le faire, M. Gauthier, j'ai pas de problème, là. Alors, voilà. Alors, encore une demande d'autorisation. Celle-ci, c'est du CPE, le Phoenix. C'est situé sur l'avenue Murdoch, qui aura lieu le 20 juin cette année, en fait, jeudi, de 7h à 20h. Il s'agit d'une fête de fin d'année pour les familles des enfants fréquentant le CPE. Alors, la demande, c'est d'une fermeture d'une portion de la rue ainsi que du prêt de matériel par la ville. J'en fais la proposition. Là, tu peux Je vais l'appuyer. oui. Merci beaucoup. En 9.2, M. Laplante. Oui, on a une demande d'autorisation d'affichage sur les terrains municipaux. En fait, c'est pour annoncer, dans le fond, les festivités du 100e sur les terrains de la ville et quelques décorations. Fait que j'en fais la proposition, mais je vous invite aussi, si vous avez l'intérêt à venir au 100e Renfil, il y a des billets pour la Michou qui sont disponibles via le comité des loisirs dans le fil. Fait que vous pouvez toujours aller communiquer avec eux. Fait que j'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie. Vas-y. Sébastien Côté, excusez. Un événement à ne pas manquer. Alors, merci. Madame la mairesse, avant de passer à l'autre point, vu que je n'ai pas été nommé, j'aimerais parler. Non, j'ai oublié au point des conseillers de mercredi, le 19 juin. Je ne sais pas si vous avez fait la mention, mais à 18h, ici à l'Hôtel de Ville, la présentation du schéma de couverture. Et comme je vais être présent, j'aimerais bien qu'il y ait du monde. Non, c'est pas vrai. Mais je vais être là, mais j'aimerais ça que vous soyez là. Mais c'est pour souligner le travail qui a été fait aussi par... le très gros travail qui a été fait par notre équipe là, au niveau de la sécurité et incendie. Là. Donc, mercredi à 18h, vous êtes invité à l'Hôtel de Ville pour la présentation et puis ça va être en ligne aussi. En ligne aussi pour la présentation du schéma, la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Puis je vous remercie de prendre la relève parce que je ne peux pas être présente, malheureusement. Merci de prendre la relève, M. Gauthier. C'est important. Alors, on est aux affaires politiques. Donc, en 10.1, une contribution financière pour 2024 pour la ville, pour l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Donc, au départ, c'était un montant de 310 339,10 $, mais il y avait eu un versement en trop aux années antérieures de 62 868 $. Donc, la résolution amène un versement pour 2024 de 247 471,10 $. Alors, proposeur, Pierre. J'en fais la proposition, c'est Mme Ramsey. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Pour 10.2, c'est le versement de la subvention pour la Corporation de gestion immobilière Notre-Dame Auxiliatrice l'année 2024 au montant de 106 400 $. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Alors, pour ce qui est de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, M. Beaulieu. Oui, alors, rapidement, pour ce qui est du Commission de protection des territoires agricoles, il y a deux demandes principalement. Donc, au niveau de la mine Agnico Eagle, qui prévoit d'effectuer des travaux d'exploration minière sur 3 lots dans le coin du quartier des Vins. Alors, évidemment, là, c'est du forage et tout ça, donc c'est dans le rang des cavaliers. Alors, une proposition du comité est d'aller de l'avant aussi avec ça, donc d'aller en faveur. Et aussi, une demande présentée par M. Francis Truchon pour aliéner, vendre une partie de l'eau pour une construction résidentielle dans le quartier de Bellecombe. Donc, encore là, ça serait d'aller de l'avant, donc un avis favorable. Alors, j'en fais la proposition pour les deux. Et puis la proposition, Yves Trollet. Merci beaucoup. Madame Turgeon, en 10.4. Alors, c'est une demande d'autorisation pour le renouvellement au programme MADA, qui est Municipalité Amie des aînés, pour réviser le plan d'action. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. En 10.5, donc, une résolution pour autoriser Mine Agnico Eagle
pour effectuer des travaux de forage sur les lots 4 171 899 et 4 437 329 du cadastre du Québec et jusqu'au 31 mai 2025 et conditionnement à ce que la compagnie s'engage à communiquer avec la municipalité et les résidents pouvant être affectés par ces travaux pour les informer de tout changement et que toutes les autorisations soient obtenues, que la compagnie respecte l'ensemble des lois et règlements en vigueur. Alors, le proposeur, Pierre. J'ai fait la proposition, Samuel Ramsey. J'appuie la proposition, Yves Drolet. J'ai oublié de spécifier que c'était dans le quartier des Vins, désolé. Au niveau des procédures administratives, Mme Tousignan. Oui, donc en 11.1, l'approbation de critères et grilles d'évaluation pour permettre éventuellement d'aller en appel d'offres. Donc, dans un premier temps, mandat de service professionnel, conception et surveillance pour 2 projets éventuels de développement. On parle du secteur Sénateur et de la prolongation, dans le fond, du parc industriel Granada. Et concernant les mandats de service professionnel, conception et surveillance de réfection de rue, pour de futurs projets de la 9e rue, de la 18e rue et de la place Camiral. Proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Ensuite, un emprunt au fonds de roulement pour le service des technologies de l'information pour 14 800 $ pour le déploiement et remplacement de mobilité sur le territoire. On parle de tablettes qui permet aux employés de pouvoir effectuer du travail directement sur le terrain. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Ensuite, une autorisation de signature d'une servitude pour le 860 Avenue Laure en faveur d'Hydro-Québec pour la régularisation, en fait, le déplacement d'un poteau qui était problématique. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Suite à différents changements de poste ou embauches au niveau du service des finances, la désignation de plusieurs administrateurs principaux pour le compte accédé à faire de la Ville de Rouyn-Noranda pour permettre les modifications. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Ensuite, une résolution pour modifier celle qui permettait la réalisation de certains travaux de mise aux normes de l'écocentre Arthur Gagnon pour permettre de couvrir l'ensemble des travaux qui sont prévus sur ce site. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, c'est d'accord. Merci. Ensuite, modification par résolution du règlement 2021-1151 concernant le centre aquatique afin d'augmenter la dépense d'un montant additionnel de 600 000 $ qui sera financé à même le fonds forestier. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Et finalement, ça ne nécessite pas de résolution. Par contre, suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui avait lieu la semaine dernière, aucune personne ne s'étant présentée, les règlements d'emprunt 2024-1308 à 1311 ont été transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation. C'est un dépôt. Dépôt seulement. D'accord. Au niveau des recommandations de conseil de quartier, Monsieur Laplante, on a le quartier de Baudry. Oui, merci Madame la mairesse. J'ai une répartition de l'enveloppe dont subvention pour le quartier de Baudry 2024 à la Bastide des aînés au montant de 2025 $. Et j'ai aussi une nomination de Mme Joanie Duval, fait que j'en ferai la proposition. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. Et pour Cloutier? Ouais. Du côté de Cloutier, j'ai la répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour le quartier 2024 au Comité des loisirs de développement de Cloutier pour le montant total de 10 000 $. J'en fais la proposition. Pierre? Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. Merci beaucoup. Madame Ramsey-Houle. Oui, de mon côté, j'ai un renouvellement de mandat de Mme Martha Dickey qui souhaitait effectivement renouveler son mandat et que je remercie beaucoup de sa participation depuis de nombreuses années. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Oui, vous avez raison. Merci à Mme Dickey. Puis je veux aussi revenir et remercier Mme Duval de son implication. Donc, l'approbation des comptes ce soir au montant total de 788 106 $ et 7 sous. Oui. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Daniel D'accord, Camden. merci beaucoup. Pour ce qui est des avis de motion, Mme Tousignan. Oui, donc 2 avis de motion ce soir. Un premier concernant le règlement qui modifie le règlement sur l'application du programme Rénovation Québec de la Ville de Rouyn-Noranda, le 2023-1259,
afin de modifier le territoire d'application du programme dans le secteur du Vieux-Noranda, dans le but de retirer les bâtiments du quadrilatère Portelance-Carter, 9e rue à 4e rue de ce programme. Et également, un règlement qui va modifier le 2023-1238 sur la circulation et le stationnement afin d'introduire la définition du terme préposé au contrôle de stationnement public et modifier certains articles concernant le stationnement. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Merci. Alors, au niveau des règlements. Oui, donc, adoption du règlement 2024-1304, modifiant le règlement de zonage 2015-844 dans le secteur commercial de proximité de l'ancienne laiterie d'Alaire, rue Boutour et avenue Québec, suite aux différentes adoptions qui avaient précédé lors de conseils précédents. Adoption du règlement 2024-1307 qui modifie le règlement 2016-904 concernant le traitement du maire et des conseillers afin de modifier la rémunération du maire suppléant pour la période du 1er juin au 30 novembre 2024. Ensuite, projet de règlement modifiant le règlement concernant le programme Rénovation Québec qu'on vient tout juste de passer en avis de motion. Également, projet de règlement qui modifie le 2023-1238 sur la circulation. Et finalement, adoption du second projet 2024-1305. En fait, excusez-moi, c'est pas l'adoption du second projet, c'est l'adoption du règlement 2024-1305 qui modifie le règlement sur les dérogations mineures qui a été présenté en Assemblée publique de consultation. Donc, proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions des journalistes. Avant la levée de la séance, peut-être informer les citoyens et citoyennes que la prochaine séance du Conseil, ce sera le 8 juillet prochain. Alors, bonne fête nationale à tous. Et un proposeur pour la levée de la séance? Je fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. Au 8 juillet.